journal gratuit 20 minutes du 19 août 2015, on pouvait lire: au mois de juillet 2015, l'Union européenne a recensé 107 500 arrivées de migrants, 3 fois plus qu'en juillet 2014. Une dépêche AFP du 1er septembre 2015 disait: plus de 350 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier. Le chiffre est communiqué par l'Organisation mondiale pour les migrations mardi 1er septembre. France TV Info, sur son site internet, le 27 septembre 2015, écrivait: plus de 500 000 migrants ont traversé la Méditerranée, 350 000, lui disait-on par l'AFP 3 semaines auparavant. Plus de 500 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année. Parmi eux, 54% sont des Syriens, 13% des Afghans, selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Voilà, la guerre des chiffres est déclarée, comme d'habitude. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence aux objectifs ambitieux. J'en rappelle le titre: Enjeux et défis à relever face au drame de la migration. Alors, drame ou chance? Assurément drame, si l'on considère les plus de 3200 morts noyés en Méditerranée en 2014. Drame si l'on considère les plus de 2400 nouveaux morts recensés à fin août 2015. 30% venaient du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. 30% venaient d'Afrique subsaharienne. 11% de la Corne de l'Afrique. Et pour 29% d'entre eux, le pays d'origine n'a pu être identifié. Drame encore si l'on considère la situation de toutes ces personnes qui se heurtent à ce qu'il est convenu maintenant d'appeler les murs de la forteresse Europe. À Ceuta et à Melilla, sur les côtes marocaines, à la frontière entre la Turquie et la Grèce, où se dresse le mur d'Evros, à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, au terminal de Calais, où c'est un vaste bidonville qu'on appelle la jungle de Calais, et j'en passe. Mais chance, assurément, pour ceux qui ont sauvé leur peau et celle de leurs enfants dans les traversées improbables en abandonnant tout. Chance, peut-être, pour ceux qui seront accueillis et recevront des titres de séjour. Et chance pour certains pays d'accueil qui trouveront, avec l'arrivée de ces migrants, un élan nouveau à leur démographie. À l'heure où en France, on s'oppose pour savoir si 24 000 réfugiés c'est beaucoup ou si c'est peu, il n'est sûrement pas inutile de rappeler que la Turquie en a accueilli presque 2 millions. Le Liban, plus d'1 million. Rapporté à sa population, c'est 20% de sa population. L'Égypte, 250 000. Alors on pourrait continuer encore longtemps comme ça la litanie de ces chiffres, autour desquels il est tellement facile de s'opposer, voire de mentir, pour donner un mauvais argument des couleurs de vraisemblance. Et malheureusement, le personnel politique en donne souvent de tristes exemples. Mais nous sommes ici pour réfléchir en termes de solutions. Solution. Le mot apparaît pas moins de 6 fois dans le programme de cette conférence. I have a dream, s'écriait le pasteur Luther King. Permettez-moi, mesdames et messieurs les intervenants, d'avoir moi aussi un rêve. Ce serait celui que nos débats nous conduisent à dépasser la simple expression des bonnes paroles, de la compassion ou d'une saine et légitime indignation. Et qu'on soit en mesure, grâce aussi à certains de vos témoignages, d'élaborer quelques bonnes pratiques. N'attendons pas tout du politique. Peut-être pouvons-nous être une force de proposition, modeste, si j'en crois notre effectif, mais sans doute pouvons-nous aussi, au niveau de chacun d'entre nous, adopter telle ou telle bonne pratique qui pourrait faire autant de solutions. Voilà, je termine cette brève introduction en précisant que chaque intervention est prévue pour durer une dizaine de minutes.
et qu'elle sera suivie ensuite d'un espace de questions-réponses d'environ 10 minutes également. Et les intervenants auront ce bâton de parole, et le deuxième bâton de parole, comme disaient les chefs indiens qui se réunissaient en Pogo, circulera dans la salle. Il vous suffira de le demander pour qu'on vous le donne. Madame la Présidente, chère Françoise, je vous cède la parole. Merci Michel. Je suis heureuse de vous recevoir ici aujourd'hui. Nous allons aborder le fond. Donc la conférence a été pensée depuis plusieurs mois, voire même 2 ans en arrière, parce qu'on voyait très peu dans les médias, on entendait parler des morts en Méditerranée, des migrants qui mouraient presque sous silence. L'Europe c'était le silence. Et nous, en tant qu'association des droits de l'homme, nous nous sommes dit c'est notre rôle d'éveiller, de réveiller les consciences. Ne pas réagir ne serait pas assumer nos obligations, tant morales que naturelles même, et juridiques. Alors, nous avons pensé cette conférence et nous avons décidé de la date. Depuis quelques mois, les médias ont fait écho de tous ces drames que tout le monde a vus au travers des médias. Et nous sommes heureuses d'avoir pensé en amont. Et la conférence aujourd'hui tombe vraiment à un moment où les décisions, le monde se réveille. Donc nous sommes très contents, très heureux d'accompagner ce mouvement. Mais en même temps, nous voyons bien que les décisions, l'Europe se réveille, les décisions sont prises, mais ces décisions, est-ce qu'elles sont vraiment judicieuses? Ce qui inquiète la IDH, c'est surtout, on nous parle de tri. De quel tri s'agit-il? Est-ce que c'est du bétail? On va trier, on va prendre les réfugiés. Enfin, réfugiés, c'est une fois que le statut est reconnu. Nous, c'est la migration, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Parce que quand ils arrivent, on ne sait pas s'ils seront réfugiés ou refoulés chez eux, parce que c'est ce qui est en train de se dire. Hier encore, on a en Turquie, il y a un centre de tri, entre guillemets, qui a été monté. Ceux qui peuvent bénéficier de ce statut de réfugiés viendront en Europe. Et les autres, qu'est-ce qu'on fera des autres? Est-ce qu'on va les refouler? Qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'il faut savoir que quand on migre, on quitte son sol, son territoire. Ce n'est jamais pour des motivations heureuses. C'est souvent parce qu'on a mal. On cherche à mieux vivre. On cherche à mieux vivre, non seulement pour soi, mais pour les siens, pour sa famille. Ce n'est pas un crime. Et il y a aussi la migration qui est volontaire, parce que je suis bien, je vais aller voir ce qui se passe en Amérique, au Canada, ça c'est autre chose. Mais quand on est poussé à partir, et qu'est-ce qui pousse les individus à partir? Et en même temps, la migration, elle est vieille comme l'humain, parce que les hommes de la préhistoire ont toujours eu à migrer, parce qu'ils voulaient nourrir leur famille, il manquait de l'eau, il manquait de l'herbe, il manquait... Donc, il y avait ce mouvement de population. Aujourd'hui, le phénomène est aggravé, parce que nous sommes dans une société mondialisée, moderne, mais... il faut trouver une solution, et les solutions, comme l'a dit Michel, les solutions, nous les connaissons, mais pas les solutions intermédiaires, des solutions pérennes qui permettent à ces populations de rester chez elles. L'Afrique, pour ne parler que de l'Afrique, vous avez des guerres, vous avez de la famine, et je pense que le monde aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 7,5 milliards. Le monde peut faire face, d'après les chiffres de l'organisation de l'ONU, du HCR et même de l'Office des migrations internationales. Nous avons un mouvement de migrants à peu près 240 millions, environ, 230-240 millions dans le monde, alors que la population mondiale est à plus de 7 milliards. Je pense que l'humain, les sociétés modernes, notamment l'Europe qui est très riche, peut faire face
à cette crise. Donc, je ne vais pas vous donner des solutions maintenant. Nous allons tous réfléchir, voir, comme l'a si bien dit Michel, modestement, proposer, parce que ce n'est pas le nombre qui compte, mais on peut être une personne ou deux personnes, avoir des solutions vraiment pour résoudre les crises qui se présentent à nous. Donc, je vous remercie d'être là et j'espère qu'on fera de ce moment vraiment quelque chose de constructif et le débat ouvert. Merci. Deux mots, puisque du point de vue de SOS Racisme, nous avons ces dernières semaines, ces derniers mois même, été extrêmement choqués parce que je pense qu'il y a là quelque chose sur la question des migrations qui est assez extraordinaire. C'est la façon dont finalement il y a une forme de durcissement du discours ces dernières années, plus d'ailleurs parfois que des pratiques qui restent des pratiques qui permettent quand même les migrations, notamment vers l'Europe, malgré tous les ronds de jambes, toutes les rodomontades qui peuvent être faites dans le discours politique. Mais en tout cas, ces derniers mois, la façon dont l'Europe, l'Union européenne, a traité la question des arrivées massives de personnes qui fuyaient des théâtres de guerre ou des théâtres de dictature, je pense notamment à la question de l'Érythrée, a été quand même un mode extrêmement inquiétant. Je rappelle à cet égard, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup passé sous le boisseau depuis quelques semaines, c'est que tous les morts que l'on a vus massivement en Méditerranée entre le mois de novembre 2014 et le mois d'avril 2015 sont une conséquence assez directe de la façon dont on a allégé les opérations de secours, et que je trouve toujours assez cynique que des responsables étatiques puissent prendre des décisions dont ils connaissent les conséquences aux fins prétendument de ne pas créer d'appel d'air. Une théorie d'ailleurs à laquelle je ne crois pas beaucoup. J'ai entendu en arrivant la question de comment on fait pour que les gens ne partent pas de là-bas. Je pense que la question elle est un peu différente. Il y a deux niveaux d'analyse. Il y a d'abord le fait que les personnes devraient pouvoir migrer sans que cela soit la conséquence d'un péril pour leur vie, que ce soit parce que le pays est en guerre. Quand on est en Europe, on a une grande liberté de migration, je ne parle pas du tourisme, mais de migration, d'installation ailleurs, qui sont des migrations qui sont quelque chose qui relève de la liberté individuelle, et donc il ne faut quand même pas oublier que l'immigration elle est quand même souvent subie, non pas par les pays d'accueil, mais par ceux qui partent et par ceux qui prennent les routes de l'exil. Et je pense que c'est sans doute un des éléments d'inquiétude que l'on peut avoir, ou en tout cas un des éléments sur lesquels il faut travailler, c'est comment les migrations ne sont plus les conséquences de la guerre, de la torture, de la dictature ou de la famine, mais sont les conséquences de l'expression d'une volonté individuelle, de parcours de vie auquel chacun a le droit. Et le deuxième élément, c'est effectivement la question qui était un peu l'angle que tu évoquais, la question de comment les forces vives des pays qui sont aujourd'hui pourvoyeurs de migrants, de personnes qui partent, eh bien, peuvent rester pour participer au développement du pays. Et de ce point de vue-là, ça n'est pas non plus en rapport avec la façon dont on organise l'immigration ici. Et notamment, je trouve toujours stupéfiant la façon dont l'immigration étudiante, qui, si elle repartait, a priori, apporterait du capital humain extrêmement développé et participerait du développement de leur pays d'origine, enfin même de leur pays de naissance au demeurant, comment cette immigration étudiante est gérée sous l'angle du couperet. Parce qu'un étudiant qui vient d'Afrique subsaharienne, il a deux choix à la fin de ses études souvent, c'est soit il repart chez lui avec une très faible perspective de pouvoir retrouver un visa un jour
dans une, par les services consulaires français, soit il reste ici, souvent pendant plusieurs années de façon clandestine. Et je trouve que c'est une forme de double gâchis et qu'il faudrait aussi penser les mouvements en termes de fluidité, non pas en termes de coup près, et permettre par exemple à ce que les étudiants qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne et qui sont diplômés ici puissent librement, plusieurs années après leurs études, circuler entre la France et leur pays, parce que c'est pas évident quand on a vécu en France, qu'on bénéficie aussi quand même d'un environnement démocratique, d'un certain niveau de vie, de se dire on va repartir dans un pays dans lequel les pouvoirs politiques ne voient pas forcément tout le temps d'un bon œil le retour de Jean Forget, dans lesquels les possibilités de déploiement économique n'apparaissent pas forcément avec une grande facilité, même si l'Afrique est un continent qui est en train de décoller dans toute une série d'endroits, mais on voit bien que ça reste fragile, notamment en raison de situations institutionnelles qui peuvent encore très vite déraper malgré tout, et de faire en sorte que des personnes diplômées puissent bénéficier aussi de revenus ici par une activité qu'ils auraient ici, qu'ils puissent investir ces revenus dans le pays d'origine et qu'ils puissent construire de façon sans doute plus intelligente pour le pays d'origine et participer ainsi à un développement qui a besoin de toute façon des forces vives du pays. Donc je pense que c'est, la question, ça n'est pas est-ce que les gens migrent ou est-ce qu'ils ne migrent pas, c'est aussi comment on organise la circulation à travers le monde pour faire en sorte que cela soit bénéfique et aux individus et aux sociétés, aussi bien les sociétés d'accueil que les sociétés d'origine, et qu'il me semble qu'on est aujourd'hui dans un mode d'organisation qui réussit parfois l'exploit à être perdant sur les trois plans, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais qui renvoie aussi à quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution d'un discours malheureusement très populiste en Europe depuis quelques années. Voilà, c'est bon, voilà ce que j'avais à dire. And give yourself and you walk away. Say